Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de mimer un vieil arbre multicentenaire qui est tellement vieux et qui a commencé à avoir des branches qui tombent, des cavités qui se font, des petites. Au début, c'est des petites, et puis ensuite, c'est des moyennes, et puis ensuite, c'est des grosses. Et en fait, ça existe dans la nature théorique. Sauf que ça n'existe plus dans notre nature anthropisée, à la française, avec beaucoup de vieux arbres, ou quasiment tous les très vieux arbres qui sont au sol, dans le meilleur des cas, ou alors qui sont juste en planche. Et donc, en fait, on s'est dit, mais oui, finalement, c'est pas une aberration de mettre tous ces nichoirs au même endroit. Naturalistes et paysans, paysannes ont un rapport intime au vivant et à la terre. Alors que l'un est partisan du « ne pas toucher », pour l'autre, c'est la transformation du milieu qui est sa raison d'être. Lors du 3e week-end Réensauvager la ferme à la ferme du Grand Laval en août, j'ai compris à quel point la rencontre de ces deux rapports au milieu pouvait être fertile et permettre le retour de la vie dans une ferme, à en faire rougir les réserves naturelles. Ce week-end était un peu plus naturaliste que paysan. L'idée était surtout de réaliser des inventaires de diverses espèces par des naturalistes professionnels, mais aussi amateurs et des non-naturalistes comme moi, qui pouvaient tenter de faire quelques déterminations, mais surtout apprendre. J'ai écrit un article sur ces rencontres que vous pouvez lire sur mon blog, et je vous ai concocté une série de mini-podcasts qui vous permettront de revivre un tout petit peu de ce week-end extrêmement riche et puissant, même si rien ne remplace l'expérience, vous le savez. J'ai voulu pleinement vivre le week-end aussi pour moi, parfois j'ai besoin de lâcher le micro, et je n'ai donc pas pu interviewer toutes les personnes que j'aurais souhaité interviewer, comme par exemple Jeanne, botaniste, ou Sarah, spécialiste des abeilles sauvages. Dans cette mini-série, on voyagera dans les mares et dans les bouses, bien fraîches s'il vous plaît. On parlera de guérison de la rivière, de poules un peu sauvages, de castors et des résultats des inventaires naturalistes 2024. En arrivant sur la ferme, la première chose que j'ai vue, et on ne peut pas les rater, ce sont les mâts d'hospitalité. J'ai donc choisi de commencer par l'interview de Brice Lemaire, nichoiriste, cofondateur de Réensauvager la ferme, qui nous explique ce que sont ces mâts installés un peu partout sur la ferme du Grand Laval. Je m'appelle Brice Lemaire, je suis membre fondateur avec Sébastien et Baptiste de l'association Réensauvager la ferme. Généralement, je dis que je suis nichoiriste parce que c'est vraiment ça mon métier. Alors, j'ai une formation agro, mais aujourd'hui, ce que je fais au quotidien, c'est penser ou essayer de repenser les nichoirs pour qu'on puisse les installer dans les fermes un maximum, pour que des espèces, les oiseaux, les chauves-souris notamment, puissent revenir, puissent trouver des habitats qui leur manquent dans les fermes. Pourquoi? Pour plein de raisons, pour qu'il y ait plus de vivants, plus de collègues de travail, qui peuvent éventuellement nous donner des vrais coups de main, qu'on s'en rende compte ou qu'on s'en rende pas compte. Cette aventure de ce que je fais aujourd'hui, ça a commencé en partie chez Sébastien. Donc c'est toujours une histoire de rencontre, mais on s'est rencontrés il y a bientôt 10 ans, un peu plus peut-être, et je le voyais qu'il avait commencé à installer quelques nichoirs, et avec son regard de naturaliste agriculteur, il apportait un regard un peu nouveau sur ce petit artefact que peut être le nichoir. On sortait un peu de l'objet, du truc déco et tout ça. Il y avait vraiment une attention naturaliste, mais en même temps agricole, d'efficacité et donc de multiplication, de nombre et tout ça. Et au travers de nos discussions, j'ai commencé à faire ça et à essayer de, en quelque sorte, démultiplier ça sur un maximum de fermes. Donc c'est ça mon métier, c'est parti un petit peu d'ici. Ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on a baptisé, puisque ça n'avait pas de nom, puisque ça n'existait pas, on a baptisé ça des mâts d'hospitalité. Donc qu'est-ce qu'on faisait tout à l'heure?
J'étais en train de monter pour aller récupérer des pièges photos, donc c'est des petites caméras qui se déclenchent, qui font des enregistrements vidéo à chaque fois qu'il y a un mouvement. Et en fait, j'avais installé sur ces mâts d'hospitalité une série de caméras pour voir ce qui se passe. Puisque ce qu'on a créé, en fait, c'est un lieu potentiel pour des espèces. Mais voilà, quand on le conçoit, c'est un potentiel. Et on peut dire, voilà, c'est le potentiel, c'est ça. C'est quand même plus intéressant de monitorer et d'avoir la vraie vie de ce qui se passe. On a mis ces caméras très rapidement parce qu'on s'est dit, mais en fait, ces mâts d'hospitalité là, ça a l'air de réagir très vite. Pour dire, on les a installés, c'était un vendredi. Je crois que le vendredi soir, Seb il m'appelle et me dit, ah, les cresserelles, ils sont déjà dessus. Voilà. Et donc là, on s'est dit, wow, il faut direct qu'on mette des pièges photos. Donc j'ai dû improviser de trouver des systèmes qui permettent de faire du piégeage photo assez qualitatif, très autonome, parce que c'est à 7 mètres de haut, donc pas devoir changer les batteries tout le temps. Enfin, donc on a trouvé un système, et là, hier, c'était premier relevé de ces pièges que j'avais encore jamais éprouvé, avec ce petit trac de est-ce que ça a marché ou pas. Après, on a regardé, donc dans la foulée, tu étais là, hein, on a regardé ensemble sur le... J'ai pas encore regardé toutes les vidéos, mais je sais pas, il doit y avoir 2000 vidéos sur un mois. Et en fait, ça répond direct. En l'espace d'un mois, en regardant en diagonale toutes les vidéos, on a déjà les cresserelles qui sont là tout le temps. Chouette chevêche, chouette effraie, évidemment, les pies, les moineaux et compagnie, qui sont là ensemble, à des moments tout seuls, et ainsi de suite. On les voit qui arrivent, qui se nourrissent. C'est génial. Donc voilà, là on est sorti du principe et on rentre dans la réalité du truc, de ce qui va se passer, quoi. Et donc ce mât, ça ressemble à un poteau électrique avec au bout un espèce de tonneau évasé vers le haut. Ouais. C'est un peu plusieurs délires ou plusieurs tripes qui se sont croisés. Parce qu'il y a quand même, c'est pas qu'un truc super pragmatique, on veut ça. Il y a une question de, ouah, si on testait ça, on a envie, quoi. En fait, on a envie, voilà. Donc c'était un matin, on se croise avec Seb et on se dit, mais en fait, avec Seb et Baptiste, je sais plus ah mais c'est quoi le délire maintenant? En fait, ce serait qu'il y ait des cigognes. Elle pourrait être ici en fait maintenant, il y a du campagnol à bloc, il y a des milieux humides, il y a des prairies et tout ça, donc elle n'est pas loin. Mais en fait maintenant, elle pourrait être là. Qu'est-ce qui manque? Et là, on se dit, en fait, il faudrait qu'on fasse des plateformes pour les cigognes. Bon, on se dit, bon, allez, on part dans un projet, le nouveau projet de l'année, on met des mâts pour les cigognes, et voilà. Et puis un autre délire qui se croise, qui me dit, en fait, il nous manque un type de nichoir pour des chauves-souris plutôt type caverne, que là on a beaucoup de nichoirs pour des espèces de chauves-souris fissuricoles, et il nous manquait plutôt des espèces de grosses cavités. On se dit, ah mais en fait, mais ce serait cool si en fait en dessous de ce mât, en fait on rajoutait un nichoir, et on est parti comme ça. Il y avait aussi un deuxième point un peu pragmatique qui était genre, bon en fait mettre un mât, moi je suis très technique, enfin c'est mon dada, quoi. Et tout de suite, tu vois le coût de planter un mât, quoi. Ça coûte cher, un poteau ça coûte cher, planter un poteau de manière sécu ça coûte cher et tout. Et donc tout ça pour une plateforme qui a beaucoup de chances d'être vide, tu te dis, bon, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu complémentaire pour augmenter les chances qu'il y a quelque chose qui se passe? Donc on se dit, ah bah ouais, chauve-souris ça pourrait être vraiment cool. Tant qu'à faire, on pourrait rajouter un nichoir à rapaces. Et puis, mais en fait, c'est quoi? En fait, tant qu'à faire, on met tous les nichoirs à rapaces qu'on a dans la tête, et puis qui veut venir, vient. En deux mots, ce mât, c'est un mât qui est sur un poteau de 9 mètres, c'est enfoncé à 2 mètres de profondeur. En haut de ce mât, on a une structure en acier, parce qu'il fallait qu'à 7 mètres du sol, que ça dure pendant peut-être des décennies, voire plus. Donc je ne pouvais pas faire ça que en bois, donc c'est une structure en acier, bardée en bois. Et à l'intérieur, on a du coup, au sommet, on a une plateforme
à visée cigogne, qui sera peut-être utilisé par d'autres espèces qu'on découvrira. Donc, on va parler de visée cigogne. En dessous, on a une grande cavité à visée chauve-souris. Donc une grande cavité, elles peuvent rentrer par une petite fente. Encore en dessous, on a le cylindre qui est coupé en 3 et avec 3 entrées différentes. Une entrée pour à visée chouette effraie, une entrée à visée faucon cresserelle et une entrée à visée chouette chevêche. Mais chouette chevêche, ça sera peut-être le rôlier qui va nicher dedans. Voilà, on ne sait pas. En dessous, on a rajouté des nichoirs à hirondelles. Et voilà. Et après, on verra ce qui va se passer. Peut-être que, voilà, on aura des surprises. Est-ce qu'il va y avoir des interactions? Il y en aura d'office. On sait qu'il peut y avoir des moineaux qui nichent sur le même nid que la cigogne, des hirondelles qui nichent sur le même nid, que le cresserelle, il peut très bien nicher juste à côté, qu'il peut y avoir les chauves-souris et les fraies, et ainsi de suite. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on a multiplié les équations possibles. Et là, on va avoir plein d'équations. Au même moment ou après, ou je ne sais plus, c'est là la chance d'avoir Baptiste dans l'équipe qui nous tire dans une forme de prise de recul et qui nous dit mais en fait qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on est en train de faire? Et en fait qu'est-ce que ça veut dire? On est en train de mimer un vieil arbre multicentenaire, peut-être pas multimillénaire mais au moins multicentenaire qui est tellement vieux, qui a commencé à avoir des branches qui tombent, des cavités qui se font, des petites. Au début, c'est des petites, et puis ensuite, c'est des moyennes, et puis ensuite, c'est des grosses. Et en fait, ça existe dans la nature, théorique, dans la nature. Sauf que ça n'existe plus dans notre nature anthropisée, à la française, avec beaucoup de vieux arbres, ou quasiment tous les très vieux arbres qui sont au sol, dans le meilleur des cas, ou alors qui sont juste en planche. Et donc, en fait, on s'est dit, mais oui, finalement, c'est pas une aberration de mettre tous ces nichoirs au même endroit. En fait, c'est même carrément logique. Et donc, on va faire ce mât en se disant, on mime un truc, ça ne ressemble pas à un arbre, mais ce sera une somme de cavités de tailles différentes. Et après, comme dans un vieil arbre, le vivant va trouver son équilibre, ses formes d'équilibre. Alors ça passe par quoi? Si on n'en fait qu'un seul, c'est un peu genre, t'as mis une sucette au milieu d'une table avec plein d'enfants et puis partagez-vous le truc. Ça marche pas, quoi. Donc la comparaison, elle s'arrête là, mais ça marche que si tu multiplies. Donc c'est pour ça que de suite on s'est dit, on n'en fait pas un, on en fait 6. Parce que comme ça, ici il y a ça qui va se passer, à côté il y a ça qui va se passer, dans l'autre ce sera telle interaction et ainsi de suite. C'est hyper important ça. C'est-à-dire que le projet, le mât, il ne doit pas se voir seul. Si on voit le mât seul comme une entité, on passe à côté du truc. Le mât d'hospitalité est un cheval de Troie. Il n'a pas d'emprise au sol et ne prend pas de terre aux agriculteurs qui sont obsédés par le fait qu'il n'y a pas de place. Et s'il y a un endroit où il ne manque pas de place, c'est bien dans le ciel. La structure est mimétique des vieux chênes millénaires qui ont disparu et qui avaient des cavités. La chouette chevêche a 1 million d'années de vie sur Terre. Elle reconnaît très bien la cavité d'un vieux chêne mort, même si elle n'en a pas vu depuis 100 ans. Il y a une mémoire du temps profond chez la chevêche. Baptiste Morisot. L'idée, c'est pas d'avoir la coche de j'ai telle espèce qui niche. L'idée, c'est de parler d'habitat. On essaie de corriger quelque chose qui est qu'il manque des habitats sur un milieu agricole. C'est quoi? C'est des cavités. C'est pas une cavité, c'est pas un arbre, c'est des arbres. Et après, ils font leur job, ils s'organisent. Et ça, moi, c'est la manière dont je pratique la mise de nichoirs. Moi, je ne viens pas pour mettre un nichoir, parce que ça c'est, ok, j'aurai une mésange, mais moi, ce que je veux, c'est avoir des populations de mésanges, je veux avoir des populations de chauves-souris, je veux qu'il y ait du monde, quoi, qu'elles puissent faire leur vie en espèces, et pas en individus. Et donc ça, au niveau des mâts d'hospitalité, c'est vraiment, on doit sortir de l'objet. Je trouve que ces mâts érigés dans le paysage, au milieu de la plaine de Valence, ça fait vraiment penser à un drapeau, tu vois, qu'on hisse en haut d'un mât pour dire ici, on
on est hospitalier pour le vivant et en attendant qu'on ait des vieux arbres, venez ici, quoi. Venez, vous êtes vraiment les bienvenus. Et je trouve que c'est vraiment un super symbole de réensauvager la ferme. Ouais. Ça, c'est vraiment... c'est quelque chose qu'on a réalisé quand on les a mis. Alors on le savait, on en avait parlé, on savait que ça allait être visible. La structure, la forme évasée, typiquement, c'était pour pas que ça soit un bloc carré qui se voit, tu vois. On voulait un truc qui soit rond pour que ça fasse un tout petit peu harmonieux. On a essayé de penser pour que ça soit joli, parce que c'est important. Mais quand on l'a monté, on s'est dit, mais en fait, waouh, il y a quelque chose en plus. On n'est pas juste ça ne doit pas juste être beau, ça dit quelque chose. Et donc ça dit bienvenue aux espèces, mais ça dit aussi aux gens, à nos collègues, bienvenue à vous. Ici, on accueille. Et en fait, on a senti ça comme, alors ça c'est personnel, mais c'était un acte politique, c'est-à-dire de faire des installations qui soient hospitalières pour des espèces migratrices. En fait, on parle de notre relation au monde, ouais, et en tant qu'être humain, c'est ça aussi, quoi. Donc clairement, tu as totalement raison. Pour moi, c'est l'essence de ce qu'on essaye de penser ici, sans prétention, quoi. Mais c'est une nouvelle histoire. C'est l'hospitalité. C'est une nouvelle histoire de l'écologie. On doit se réinventer en tant que membre d'une communauté. On a besoin de cette communauté pour produire, pour être efficace, pour pouvoir survivre tous ensemble et tout ça. Mais on fait partie de cette communauté-là. Et on est une espèce parmi les espèces. Et donc, on doit être hospitalier. Voilà, ça fait partie du job. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est encore une fois, c'est Baptiste qui m'a ouvert ça m'a permis de donner un sens au nichoir. En fait, le nichoir, c'est ça. C'est un nid, quoi. C'est là où naît la vie, quoi. En plus, c'est creux, ouais. C'est tout un symbole, ouais. Quand même. Et moi, je dis, c'est un peu la chambre d'amis. C'est-à-dire, venez là. Venez. En fait, alors. Il y a toujours de la place. Il y a toujours de la place. Tu n'es pas obligé de venir. Mais en tout cas, on t'a préparé une petite place. Et on a même laissé la porte entrouverte. Voilà, tu peux venir. Après, on peut ne pas s'entendre. Dans ce cas-là, tu sors. Mais c'est ça l'hospitalité, c'est se dire, je ne rejette pas en bloc tout ce qui arrive de l'extérieur. Et j'essaye de trouver des moyens de dealer ensemble, quoi. Et ça change complètement le paradigme agricole. Hein. Si on est comme ça avec le vivant, on devrait arriver à l'être comme ça en société, et ça devrait pouvoir changer 2-3 trucs, quoi. Une dernière petite question, est-ce qu'en tant que cofondateur de Réensauvager la ferme, tu as évolué dans ton rapport au vivant depuis le début du projet? Ah ouais, moi j'étais complètement bouleversé, hein, et je suis encore. Hein. Ouais, en fait, tu passes d'un monde assez simple à un monde qu'on a simplifié. Moi j'ai fait des études d'ingénieur, on t'apprend qu'un monde, ça rentre dans une équation. Pour simplifier le truc, c'est vrai que l'agriculture, c'est... on peut t'expliquer. On t'apprend à faire de l'agriculture, c'est des formules, des cahiers de culture, tout ce que tu veux, et on contrôle. Quand tu viens ici et que tu organises un week-end où tu fais venir des naturalistes et que tu te rends compte qu'en fait, dans cet écosystème que tu as l'impression de contrôler, tu as 3000 espèces, pas individus, mais 3000 espèces, avec chacune leurs caractéristiques de vie qui sont toutes là, et que tu n'en sais rien, et que tu ne sais même pas qu'elles existent, et tu n'as aucune idée de ce qu'elles font, tu ne peux pas te dire que tu as une forme de contrôle, mais en fait, t'es où en fait? Ouais. T'es juste un tout petit bidule dans le truc. En tout cas, ça nous oblige à revoir notre place dans tout ça. Ça ne doit pas nous mettre en dessous, ça ne doit pas nous mettre à côté, on est des vivants parmi les vivants, on transforme le monde, souvent pas très bien, mais sur une ferme, on est du coup capable de transformer le monde et que ce soit bénéfique pour le vivant. Donc ça bouleverse, quoi. Ça bouleverse. Et en même temps, c'est abyssal parce que en fait, tu avances et tu comprends rien, quoi. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a 3500 espèces, je sais pas, 2000 espèces inventoriées sur la ferme. Là, le boulot de cette année, ça va être des prochaines années, c'est d'essayer de comprendre les interactions qu'il y a entre toutes ces espèces. Sachant que les 3/4 des espèces, on n'a aucune idée de ce qu'elles mangent même.
Tu peux aller demander, hein. Tu demandes à 10 personnes, voilà, dis-moi telle espèce, elle mange quoi précisément, dire, je sais pas. Qui est-ce qui la mange? Je pense que c'est ça. Alors, en fait, on n'en sait rien. Donc oui, moi ça me bouleverse parce que ça change ton truc. En même temps, qu'est-ce que tu fais avec un truc de vivre avec un truc que tu connais pas, c'est très difficile. Donc tu te raccroches toujours à des trucs que tu connais, donc tu es tout le temps en train de faire cet aller-retour. Donc c'est là où moi j'ai pris conscience j'ai découvert la puissance d'un petit peu de philosophie. C'est que du coup, ce que tu peux pas expliquer, eh ben, la philosophie, elle est capable de donner en tout cas des clés de compréhension. Donc ça, c'est quand même cool. Et puis, le dernier truc que ça m'a permis de comprendre, c'est d'approfondir. C'est à quel point notre agriculture, elle reflète notre rapport au monde. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré et qu'il a nourri votre vision de l'agroécologie. Je remercie les êtres vivants de la ferme du Grand Laval qui ont habillé le paysage sonore de cette série. Pour cette série, je vous propose de soutenir l'association Réensauvager la ferme ou le podcast Agroécologie voyageuse, tout simplement en partageant cet épisode à 3 personnes qui pourraient avoir envie de l'écouter, ou en faisant un don. Les liens sont dans les notes de l'épisode.